Pour nous, le sauvetage, c'est vraiment une mise en danger des sapeurs-pompiers. Il y a un mélange de fierté quand même de ce qu'on a fait, mais il y a aussi une tristesse de ne pas avoir pu sauver tout le monde. C'est vraiment des anges gardiens. Oh, des héros. Lundi 4 février, dans le sud de la capitale, à 2 pas du Parc des Princes, un quartier tranquille du 16e arrondissement. Il est minuit, tout est calme. Lorsque subitement, au 17 de la rue Erlanger, un énorme brasier se déclenche et rapidement ravage les derniers étages de l'immeuble. Les habitants ont été surpris en plein sommeil. Ils se réfugient sur les toits ou sont pris au piège sur les balcons. Les voisins assistent impuissants au drame. Regarde les gens en haut, regarde. Ah ouais, putain. Regarde, ouais, tout ça dans les flammes. Les premiers pompiers arrivent et ce qui les frappe, c'est l'intensité de l'incendie. Les 2 derniers étages sont déjà complètement ravagés. Ces 2 sapeurs font partie de la première équipe arrivée sur place. Quand on est arrivé, c'est vraiment une scène qui est catastrophique. On se demande même si on va arriver à pouvoir sauver certaines personnes, car la situation est carrément démesurée. C'est un mur de fumée sur une façade d'immeuble qui fait 8 étages, avec des gens qui crient. Il y en a qui sont réfugiés sur les toits, il y en a qui sont à moitié dans le vide, qui cherchent l'air parce que les fumées sont en train d'envahir totalement les appartements. Les résidents ont dû essayer de se sauver par eux-mêmes. J'ai pas calculé, j'ai vu des flammes, j'ai vu la fumée, j'ai sorti, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était vraiment la panique parce que quand ça arrive, on sait vraiment pas quoi faire. J'ai sonné partout, au 3e étage en priorité parce que c'est mon étage. C'est les gens que je connais, donc il fallait que je les sauve à tout prix. On s'est réfugiés sur le balcon, on a tout fermé. On n'a même pas eu le temps de mettre les linges tellement on était déjà asphyxiés en fait. En bas, pour les pompiers, tout se complique. La cour est étroite, impossible d'y faire rentrer les véhicules et surtout les camions à nacelle. Pas d'autre moyen que de grimper étage par étage. Mais leurs plus grandes échelles n'atteignent que la moitié de l'immeuble. Ils doivent poursuivre leur progression avec de petites échelles accrochées. Jusqu'au toit à plus de 20 mètres de hauteur. Une escalade particulièrement risquée. La première difficulté, elle est là. C'est d'aller chercher les gens au 3e, 4e, 5e, 6e à la force des bras. Il n'y avait pas de rambarde, il n'y avait pas de garde-corps où on pouvait s'accrocher. Donc à chaque fois qu'on grimpait sur cette échelle accrochée, l'échelle accrochée glissait. Car le plus dur reste à venir. Il faut maintenant évacuer des dizaines d'habitants de la même manière. Une trentaine de personnes seront évacuées ainsi. À d'autres sapeurs-pompiers, sur les échelles, dans une situation que vous imaginez particulièrement périlleuse. Mais l'opération est trop longue. Alors les pompiers font évacuer certains habitants avec des cordes, en rappel. Dans les appartements, la panique gagne. Certains habitants menacent de se défenestrer. Des gens qui sont déjà aux fenêtres, qui sont accrochés par leurs mains à des bouts de béton. Dans un premier temps, les rassurer à la voix, c'est plus en fait pour leur dire de ne pas sauter ou de ne pas faire un acte en fait qu'il ne faudrait pas, donc de ne pas sauter. Mais des habitants désespérés se jettent dans le vide, sous les yeux effarés d'Adam, 22 ans, coincé au 7e étage. J'ai vu un jeune homme, il a sauté. Il n'est plus là, quoi. Il n'avait aucune chance. Son appart était en feu. J'ai vu une femme aussi, elle criait, elle brûlait vif. Lui-même a cru sa dernière heure arriver. Il téléphone paniqué à son père. Il nous a appelé à minuit et demi. Il nous a quand même un message qui est quand même assez fort, hein, qui nous a dit je vous aime, je vais mourir. Alors les pompiers mettent les bouchées doubles. Ils prennent un maximum de risques et plongent dans la fournaise des appartements pour sauver Adam et les derniers habitants. Je me dis qu'il y aura sûrement des morts. Voilà.
Donc je vais faire tout mon possible. Voilà, je vais mettre tous les moyens que j'ai à ma disposition en œuvre pour sauver le maximum de monde. Je me dis qu'il n'y a pas le choix. Il faut y aller. C'est à nous de faire ça. Personne ne peut le faire. Donc, si nous n'y va pas, personne ne va le faire. Et ces gens ils vont tous sauter ou tous mourir. Malgré les efforts des pompiers, à 4 h du matin, un premier bilan fait état de 7 morts. Mais il est encore provisoire. Reste que nous sommes encore dans une phase active. L'incendie n'est toujours pas éteint. Notamment au 8e et dernier étage, le feu est encore assez virulent. Donc les reconnaissances ne sont pas finies et le bilan peut encore évoluer. Les pompiers dénombreront en tout 10 morts et une trentaine de blessés. Un bilan très lourd. Alors que l'incendie se poursuit, les enquêteurs sont déjà au travail. C'est la thèse criminelle qui est privilégiée et une personne a été interpellée, une personne qui habite l'immeuble. Cette personne donc a été interpellée dans la nuit, non loin des faits, non loin de l'incendie, et elle est actuellement en garde à vue. Une habitante de l'immeuble, connue dans le quartier pour être perturbée psychologiquement. Elle semblait enfermée dans son monde. Ça n'allait pas, donc elle se sombrait un peu dans l'alcool. Je ne sais pas ce qui peut se passer, vraiment. Le mélange alcool-médicament a fait qu'elle a dû péter un plomb. Tandis que les investigations commencent, les pompiers arrivent enfin à éteindre l'incendie. Pour eux, c'est la série noire. 3 semaines plus tôt, ils ont vécu un autre drame à quelques kilomètres d'ici qui les a marqués dans leur chair. Il est 8 h du matin, ce 12 janvier. Le jour se lève sur Paris. C'est un samedi et en plein centre, place de l'Opéra, les forces de l'ordre se mettent en place en prévision d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes. Quand subitement, à 300 mètres de là, rue de Trévise, une énorme explosion fait trembler tout le quartier. Les premiers témoins découvrent en plein Paris une incroyable scène de guerre. Des images filmées par un touriste italien depuis sa chambre d'hôtel. Je suis rue Trévise. Il vient d'y avoir une explosion juste en face, ici à Paris. Là, c'est ma chambre d'hôtel. Ça m'a explosé en pleine face. Tout le carrefour est dévasté et d'autres explosions se font entendre. Dans la rue, c'est le chaos. L'immeuble d'en face semble le plus touché. Les voitures ont été soufflées. Les habitants n'en reviennent pas. Explose dans le quartier, là. Putain. Elle est où? Elle est dans l'immeuble? Putain. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent. Ils se précipitent sur les premières victimes éparpillées sur la chaussée. Des blessés sous le choc, comme cet employé de l'hôtel voisin. J'ai entendu une grosse explosion et après beaucoup de pression sur moi, beaucoup de fumée, des vitres. J'ai eu juste le temps de me baisser, de me couvrir, de me protéger. Et après j'ai paniqué, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et il y a de vrais miraculés, comme cet habitant de l'immeuble d'en face. Je dormais. Et ça fait quoi? Ça a tout soufflé? Ça a tout soufflé, les vitres, les meubles à l'intérieur, parce qu'on était juste à côté de l'hôtel. Les meubles? Ah oui, les meubles à l'intérieur de la maison. Ouais, les vitres, ils ont explosé jusqu'au 6e étage, 6e, 7e étage. Oui, je suis en pyjama, j'ai pris juste mon blouson. Voilà, je suis sorti. Les pompiers craignent d'autres déflagrations. Un immeuble a été entièrement soufflé. Comment expliquer une telle dévastation? Les voisins lancent une première piste. En fait, on a senti le gaz et les pompiers ont été appelés. Vers 8 h du matin, j'ai vu les pompiers. Un camion de pompiers arrivé donc, dans le bâtiment en face de mon hôtel. Donc. On ne savait pas trop d'où ça venait, cette odeur. Donc le temps de vérifier. Car depuis 2 heures, des pompiers étaient à l'œuvre pour tenter d'identifier l'origine de la fuite de gaz.
Ils avaient même pris le temps d'avertir les passants du danger. J'ai été sauvé par le pompier qui m'a dit « foutez le camp, foutez le camp ». Et voilà, ça a explosé 10 secondes après. L'immeuble est dévasté par une terrible explosion. Les secours, arrivés sur place, découvrent un spectacle de désolation. Le fourgon des premiers pompiers est soufflé et 3 hommes manquent à l'appel. Les recherches commencent dans les décombres. Les secouristes retrouvent une veste, 2 casques déformés par le souffle, mais aucune trace des 3 disparus. 200 pompiers affluent sur les lieux avec des chiens spécialisés dans la recherche de victimes. Le général, commandant la brigade, dirige lui-même les opérations. Allez, point les gars, dans un quart d'heure au véhicule blessé. Ce militaire expérimenté qui a fait l'Afghanistan agit comme sur un champ de bataille. Il commande 2 hélicoptères pour évacuer les blessés. Fait rarissime, ils atterrissent place de l'Opéra. Au bout de quelques heures, un premier pompier est dégagé. Il respire faiblement, mais il sera sauvé in extremis. Ses 2 collègues seront retrouvés projetés à 15 mètres de là, encastrés sous les voitures, en arrêt cardiaque. Nathanaël Josselin, 27 ans, et Simon Cartanaz, 28 ans, décéderont pendant leur transfert à l'hôpital. La situation reste critique. Le feu n'est pas éteint et il faut évacuer tous les immeubles voisins. Les secouristes recensent 63 blessés. Mais au point presse de la mi-journée, le bilan s'aggrave. Ce n'est pas terminé, il nous manque malheureusement encore une personne qui vraisemblablement serait sous les décombres. Nous déblayons à la main, dans des zones étayées, sécurisées. Nous déblayons à la main, pierre par pierre. Les chiens continuent de chercher, évidemment. Un peu plus tard, ils dégageront le corps de 2 habitants décédés qui viennent s'ajouter aux 2 pompiers tués. Pour les rescapés, le traumatisme est profond. Max et sa fille Sarah habitaient au premier étage de l'immeuble détruit. Ils souhaitent rester anonymes. L'explosion a fait voler la porte blindée et les cloisons de leur appartement. Je pense qu'on a échappé au pire, c'est un miracle. Je regarde les images et j'y crois pas. Je dis, c'est pas possible. C'est un cauchemar. En vérité, on va se réveiller, on est tous chez papa et maman, on va continuer à fêter l'anniversaire de la petite. Ça va aller. J'ai pas dormi cette nuit et je voyais les images défiler. J'avais peur pour les petits-enfants, j'avais peur pour tout le monde. 2 numéros plus loin, les dégâts sont moins importants, mais les appartements inhabitables. Ah bah, y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Voilà, j'attends un expert et puis il y a les assurances qui viennent pour évaluer ce qu'il faut nettoyer. Ça va prendre des semaines, des mois. Bah, j'ose pas y penser. Les immeubles ont été fragilisés. Les habitants n'ont pas le droit d'y retourner. Le soir venu, la rue de Trévise offre un spectacle de désolation. Le lendemain, spontanément, les habitants se rassemblent devant la caserne de Simon et Nathanaël, les 2 pompiers tués. Face aux sapeurs en deuil, des applaudissements chaleureux. Moi, ça fait 20 ans que j'habite le quartier. Il y a des gens dans le métier, c'est de mourir pour nous sauver. Bon, là, je suis un peu émue. Et on les remercie pour ça. On parle beaucoup des morts et moi j'ai pensé aux vivants qui sont là, qui sont en deuil. On est particulièrement touchés par ce qui leur arrive, quoi. Les pompiers étaient en larmes, nous aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le quartier qui étaient en larmes et c'était très fort. Une semaine plus tard, les 2 héros ont droit aux honneurs militaires.
Sergent Simon Cartanaz, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Caporal Nathanaël Josselin, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. En 10 ans, sur toute la France, 102 sapeurs-pompiers sont morts en service. Un lourd tribut qui s'explique par les risques qu'ils prennent pour notre sécurité. Chez les soldats du feu, il n'y a pas de petite intervention. La moindre mission peut prendre des proportions tragiques. Démonstration avec l'une des casernes les plus sollicitées de France, celle de Lyon. 18h à Lyon, c'est la sortie des bureaux. La circulation est dense, le trafic soutenu. L'heure de pointe pour les pompiers de la caserne Rochat, en plein centre-ville. Adrien, 32 ans, sapeur-pompier depuis 6 ans, est appelé en urgence en fin d'après-midi. On part sur un accident de tramway avec a priori un piéton blessé. Donc j'ai pas plus d'informations pour le moment. On fait un angle Viviani, boulevard des États. Le boulevard des États est à 8 minutes de la caserne. Adrien et Paul, un de ses coéquipiers, savent qu'il faut faire vite, car ce type d'accident avec le tram peut être grave. En termes de gravité, c'est vrai que ça peut aller d'un simple impact à un piéton qui est coincé sous le tramway. On sait jamais avant d'arriver sur les lieux. Mais le trafic ralentit l'avancée des pompiers. Adrien et Paul doivent se frayer un passage dans les bouchons. C'est la bonne heure là en plus. C'est vrai qu'on a des grands axes de tramway qui coupent le secteur et pour le coup on est très impacté. Sur place, signe de la gravité de l'accident, une autre équipe de Rochat est déjà là. Mets-toi le long là-bas. Ouais. Un jeune de 16 ans est inconscient. Il s'est fait percuter au moment où il traversait les voies. Qu'est-ce que t'as du coup? Au niveau du cuir chevelu. Il n'y a pas de véhicule impliqué, rien du tout. Après on vient d'arriver donc... Ok, ça marche. Une personne impliquée a priori en UR, en cours de bilan par VSAV et équipe SMUR sur les lieux. Reculez s'il vous plaît. Allez on laisse travailler le SAV, merci. L'ami de la victime n'a rien pu faire. Il a juste entendu le choc de l'impact. Le jeune homme a été projeté au sol et sa tête a heurté le quai. Vu qu'il avait des écouteurs aux oreilles, je pense qu'il n'a pas dû entendre un mot arriver. Et moi, à un moment, j'ai entendu un bruit qui s'est passé. Je ne l'ai pas vu se faire renverser, mais je l'ai vu quand il était par terre. Il avait une grosse ouverture au niveau de l'œil ici et il saignait trop. Il saignait beaucoup trop, il perdait trop de sang. De son côté, la conductrice du tram est sous le choc. Moi j'ai juste le réflexe de freiner, le freinage d'urgence, et pour que la rame puisse s'arrêter, il y a un certain temps. Mais malheureusement, elle l'a tapé avant qu'elle ne s'arrête. Ça peut être mon fils, un gamin de 16 ans. Au bout de quelques minutes, le jeune garçon reprend conscience. Mais sa plaie à la tête ne dit rien de bon aux pompiers. Au médecin du SAMU de le prendre en charge. Les cervicales peuvent être touchées. Alors, il lui pose une minerve pour immobiliser son cou pendant son transport vers les urgences. Levez. Envoyez encore un peu. Encore. Halte, posez. Ils vous ont dit le doc pour le transport? HFME, ouais. HFME, ok, ça roule. Donc je confirme transport d'une victime sur HFME, transport médicalisé. Les enfants, c'est toujours des interventions beaucoup plus dures. Quand on est parent, forcément, on a une sensibilité qui est autre et je pense qu'on est plus impacté par ce type d'intervention. C'est une urgence absolue. Le jeune garçon est conduit à l'hôpital Édouard Herriot pour identifier les séquelles. À peine arrivé, il est envoyé à la radio. Heureusement, elle ne révèle rien de grave. La victime s'en tirera avec quelques points de suture. C'est le 11e accident impliquant le tram depuis le début de l'année à Lyon. Lyon, c'est la 3e plus grande ville de France avec 500 000 habitants, auxquels il faut ajouter de nombreux touristes attirés par la gastronomie et son centre historique entre Rhône et Saône.
c'est le territoire d'intervention des 90 pompiers de la caserne Rocha. Il couvre le 7e arrondissement, le plus vaste de la ville, avec son lot d'accidents de la circulation. Vous étiez ceinturé ou pas là? Ouais, j'étais ceinturé. D'accord. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé? Je me rappelle de tout. Les accidents de la route, un fléau qui a obligé les pompiers de Lyon à intervenir plus de 500 fois l'an dernier. Je comprends pas, j'étais là, j'attendais, je regardais des deux côtés et je l'ai pas vu. Dans les quartiers du centre, se débarrent des discothèques. Les soirées sont souvent festives et certains jeunes boivent plus que de raison. Elle a un peu trop bu, quoi. Non, reste droite, s'il te plaît. Tu vas pas tomber du brancard, ça serait pas le cas. Et ce n'est pas tout. Les pompiers de Lyon doivent faire face à une mission encore plus urgente, les suicides. À la caserne Rocha, ils ne représentent que 5% de leur mission, mais avec à la clé plus de décès que les accidents de la circulation. C'était quoi, t'avais envie de tout casser? J'avais envie de crever. Ouais. En plus de ces interventions sensibles, les pompiers assurent aussi les sauvetages sur les deux grands fleuves de la ville, le Rhône et la Saône. Vous m'entendez ou pas? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Franck, 28 ans, secouriste professionnel depuis 7 ans. Faites voir vos bras s'il faut désinfecter. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Les nerfs à toute épreuve, il passe sans sourciller, du tragique à l'insolite. Aïe, 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 aïe. Damien s'est engagé chez les pompiers à l'âge de 16 ans. Le feu, c'est le cœur même du métier de pompier. Et dans le centre historique de Lyon, le moindre incendie peut prendre des proportions inédites, comme celui-ci, au cœur de la plus grande place de la ville. Binôme 2 pour chef de grève, PT. Toute la caserne est mobilisée, y compris Bernard. À 52 ans, c'est l'un des plus anciens du centre de secours. Il faudra toute son expérience pour dénouer des situations dramatiques. Écoute, on va vite prendre les constantes. Le pouls est à combien, Gwen? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. 78. Accident, incendie, tentative de suicide. Dans le centre-ville, les pompiers de Lyon sont en première ligne. La nuit tombe sur la ville, c'est le début du week-end. De la place Bellecour aux rives du Rhône, le centre-ville s'anime. Et dans les quartiers des restaurants, bars et discothèques, l'alcool coule à flot. Des nuits arrosées qui placent les secouristes de la caserne Rocha sur le qui-vive. Et justement, un appel de détresse vient de retentir. Une jeune fille inanimée, gisant sur le trottoir après une fête plutôt alcoolisée. Pour Damien, 45 ans, ce genre d'intervention est sensible. Dans un secteur de boîte de nuit, c'est des interventions assez courantes pour un samedi soir. Il craint ce qu'on appelle le binge drinking, ces jeunes qui boivent jusqu'à en perdre connaissance. Si ça relève du coma éthylique, effectivement, ça peut être quelque chose de dangereux parce qu'on perd des réflexes de sécurité. Et donc, du coup, l'intervention devient effectivement urgente. À l'arrivée, les pompiers découvrent la jeune fille à terre. Elle a l'air mal en point, alors ils testent ses réactions. C'est quoi ton prénom? C'est en sortant de discothèque, vers 2 h du matin, que la jeune fille s'est effondrée. Mais elle est restée consciente, ce qui rassure plutôt Damien. Excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes avec elle? Oui. C'est bien? Ouais. Le pompier veut s'assurer qu'elle n'a pas pris d'autres substances. Non, elle n'a pas de stup, elle a juste pris de l'alcool. Depuis combien de temps? Quel type d'alcool? Depuis 21 h. Vin blanc, vodka, bière à la limite. Problème, la jeune fille ne tient pas debout et elle vomit sans arrêt. Tu veux la reporter? Non. On s'assoit? Tu viens avec moi? Damien ne prend aucun risque. Il décide de transporter la victime dans l'ambulance, puis aux urgences. Non, reste droite, reste droite. Non, je rigolais, je plaisante. Pendant le trajet, elle ne doit surtout pas sombrer dans le coma. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi. Oh! Océane, 21 ans, pompier volontaire depuis 5 ans, est chargée de la maintenir éveillée. Eh oh, je te parle.
Allez, réveille-toi. Ouais, je sais que ça fait mal. C'est fait exprès. Regarde-moi. Si elle tombe dans le coma, elle pourrait s'étouffer en vomissant. Allez. C'est important qu'elle vous parle et pourquoi? Ouais, c'est pour être sûr qu'elle garde connaissance. Et puis pour pouvoir la surveiller un petit peu, le fait qu'elle nous réponde, c'est super important. Il faut aussi qu'elle comprenne, peut-être qu'elle recommencera plus à mon avis, qu'elle se méfiera les prochaines fois, mais après je peux pas non plus, je suis là pour l'aider, je peux pas non plus rester trop ferme avec elle, elle a aussi besoin d'aide, donc faut que je sois un minimum bienveillante quand même, c'est normal. Ça fait partie du métier, ça fait partie de nos missions, c'est ce qu'on doit faire. Allez, ouvre les yeux, voilà, on arrive bientôt à l'hôpital. À l'arrivée aux urgences, Océane respire. La jeune fille est prise en charge. Elle y passera le reste de la nuit, le temps de dessouler. Si tout se termine bien pour elle, les pompiers de Rochat sont confrontés à des cas plus dramatiques de victimes alcoolisées. Alors là, on part pour 2 jeunes personnes qui a priori ont été renversées par un véhicule sur une avenue de Lyon, une avenue assez roulante. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être assez grave, mais on n'en sait pas plus. Océane, Damien et Laurent ont juste le temps de remonter dans l'ambulance. Il est 5 h du matin. Ils ont été percutés en traversant la route et a priori le choc a été violent. Donc on va voir en arrivant sur place. Un homme ivre, au volant de cette voiture noire, a renversé 2 piétons. Un témoin est arrivé sur les lieux quelques secondes après le choc. On a simplement entendu le bruit, on a vu deux personnes au-dessus du pare-brise très simplement. Et on s'est précipité avec un copain à moi pour les mettre en position latérale de sécurité. Et on a appelé les secours le 18 en demandant la procédure qu'il fallait suivre et voilà. Étant donné la gravité de l'accident, une autre équipe de pompiers de Rochat est appelée en renfort. Ce que vous faites, brossez les bras sur vous. Ils s'occupent en priorité de cette jeune fille de 21 ans. Vous avez mal aux dents, non? Les dents, ça va? La victime est consciente, mais elle se plaint de ses membres inférieurs. Pendant ce temps-là, Océane, Laurent et Damien s'occupent de l'autre blessé. Il a 22 ans. Il juge son état très préoccupant. Fluide lésionnel, s'il te plaît, Océane, sur monsieur. Ouais. Il est passé par-dessus le pare-brise avant d'être projeté sur le trottoir. Sa tête a heurté de plein fouet le bitume. Jeune homme. Monsieur. Monsieur. Écoute, au niveau de la tête, je sais pas ce que c'est qui a éclaté. Monsieur. Dessous, ça saigne de partout. Damien redoute le pire. Avec Laurent et Océane, il administre les premiers soins. J'ai déjà dégagé le jambe. Laisse comme ça, pour l'instant, on les garde au chaud. Le jeune homme est sérieusement blessé à la tête, ce qui inquiète le médecin. Monsieur inconscient, trauma de la face à gauche. C'est a priori un trauma crânien, plus alcoolisation avec quelques fractures, donc on va l'intuber. Il faut juste tenir le bassin et les épaules. Le bassin, c'est bon. Allez. C'est bon. Il faut manipuler le blessé avec beaucoup de précautions. Encore. C'est bon? Allez, c'est bon. C'est un jeune homme, c'est sûr que ça touche particulièrement parce que c'est une jeune personne. On espère forcément qu'il va s'en sortir, on fait tout pour qu'il s'en sorte. Malheureusement, il a son état qui est très très préoccupant. On verra ce que la suite va donner, mais pour l'instant, effectivement, c'est gravissime. Le traumatisme crânien du jeune homme préoccupe Damien et toute l'équipe des secours. Tandis que le médecin du SAMU, de son côté, se dépêche d'aller examiner l'autre victime, restée à terre. Cette jeune fille consciente, ouais. On a trouvé 8 mois de trauma cheville pour le moment. La jeune fille est transportée dans une autre ambulance.
On y va? S'il vous plaît, on va au déchaud. Ouais. On peut rouler, c'est bon? Il faut maintenant faire vite. L'état du jeune blessé peut s'aggraver à tout moment. Il fait un hématome à l'intérieur du cerveau. Il a plein de sang dans le cerveau. À l'arrivée à l'hôpital, le jeune homme est conduit immédiatement au scanner. C'est un trauma crânien grave, avec un coma d'emblée, probablement un engagement au niveau du cerveau, donc c'est très préoccupant. Plus au moins une fracture complémentaire, mais c'est surtout son crâne qui fera le pronostic. Le choc a été trop violent. Le jeune homme décède des suites de ses blessures quelques heures plus tard. La jeune fille, elle, s'en sort avec une fracture du tibia. Le conducteur de la voiture qui les a renversés a été placé en garde à vue. Il a 19 ans. Son taux d'alcoolémie est de 0,25 g, soit 0,5 g au-dessus de la limite autorisée pour un jeune conducteur. Il a été dépisté positif au cannabis. Il sera jugé prochainement pour homicide involontaire, blessures involontaires aggravées et détention de stupéfiants. Le lendemain, les rues du Vieux-Lyon connaissent à nouveau l'affluence du centre. Et de l'autre côté du Rhône, à la caserne Rochat, les pompiers se retrouvent au Metz. L'endroit idéal pour décompresser. Attendu à l'accueil. Adrien, ça fait bien, non? Tu veux un grand café ou un thé? Non, c'est moi qui suis un peu petit, c'est pour ça. La tasse est normale. Allez les enfants, tous au départ. On décompresse un peu comme on peut, hein. Beaucoup d'humour. Les bons champignons. En cuisine, tout le monde met la main à la pâte. C'est la devise de la Légion, ça. Un bon casse-croûte pour une bonne intervention. On essaye de se garder un peu de convivialité au niveau du repas, plutôt que chacun amène sa petite bouffe ou que ce soit des plateaux commandés. Malgré le rythme opérationnel, on essaye de prendre le bon moment pour tout le monde filer un petit coup de main pour que ce soit prêt pour midi et demi, quoi. Donc voilà, on fait une petite demi-heure de cuisine. S'il y a beaucoup de monde, ça va plus vite. Et puis comme ça, tout le monde peut se mettre les pieds sous la table, après dans de bonnes conditions. Oh, on va se régaler. Oh là là. Oh, que ça a l'air bon. Mais Franck, 28 ans, engagé chez les pompiers depuis ses 16 ans, n'a pas le temps de déjeuner. Il est de garde et son bip vient de retentir. On part sur une jeune fille qui menace de mettre fin à ses jours par SMS, mais on n'en sait pas plus pour l'instant encore. Une rupture amoureuse qui aurait mal tourné. Et c'est l'ex de la victime qui a appelé le 18. C'est beaucoup d'appels au secours, d'appels à l'aide. Toujours rassurant, Franck connaît bien ce type d'intervention. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne? Perception, petit sac. Ouais, je vais prendre le gros. Bonjour. Bonsoir. C'est les pompiers. Pourquoi vous êtes là? Apparemment. Votre ami ou petite amie. Ouais, vous n'avez pas appelé quelqu'un pour dire que vous venez On peut se permettre d'entrer pour discuter quelques minutes ou pas? Oui. La jeune fille tombe des nues. Elle n'en revient pas que son petit ami ait appelé les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune fille? Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes pieds nus, là. Faites attention. Des bouches vertes, vous êtes pieds nus, là. Vous avez écrit à qui alors pour dire que ça allait pas? Ah, mon copain. Et vous lui avez fait peur? Ce qui explique qu'il nous a appelés? Je t'ai dit que je me sentais pas bien. Elle s'est tailladé les bras avec une lame de cutter, après avoir retourné son appartement sans dessus-dessous pour détruire tout souvenir de cette histoire d'amour. Le sol est jonché de photos déchirées et de verres brisés. Faites voir vos bras s'il faut désinfecter. Ouais, merci. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Je sais pas. 5 minutes 10 minutes 1 heure. Je sais pas, mais ça fait très longtemps que je le fais, donc c'est pas grave en fait. Un petit peu. En fait, c'est pas la question de la profondeur qui est pas grave. C'est la question du geste. D'accord? À 21 ans, voilà. On a toute la vie devant soi. Ouais, 99 de ça, t'es 102. 13 de TA. On va être obligé d'aller à l'hôpital là. Allez voir un médecin. Les coupures sont superficielles, mais Franck décide malgré tout de l'emmener aux urgences.
Donc une jeune fille qui s'est entaillée les bras avec une lame de cutter. Rien de vital en soi pour nous, mais pour le côté psychologique, il faut quand même faire attention parce que ça commence comme ça. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Donc il faut qu'elle aille voir quelqu'un à l'hôpital maintenant pour discuter. L'eau, mon chat. J'entends que il n'est pas bien loin là. La jeune femme est inquiète. Son chat s'est échappé. Franck se dévoue et part à sa recherche. Il n'arrive pas, il mord pas. C'est la chance que j'ai. Et je crois qu'il est là-haut. Mais quand il le retrouve, l'animal se montre agressif. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse le prendre parce que là, il est en train de me faire très mal. J'ai jamais de chance avec les chats. Le chat en sécurité, les pompiers peuvent emmener la jeune fille à l'hôpital. Face à sa détresse psychologique, Franck essaye de la raisonner. Vous savez, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous faites ce geste pour un garçon en internat, ça vaut peut-être pas la peine. Il lui demande alors de rassurer son ex-petite amie. Si les nouvelles ne sont pas données, ne serait-ce que sur le fait qu'on les prise en charge, on nous rappelle, son ami nous rappelle, nous on y retourne sans faire le rapprochement, parce que c'est pas nous directement, ça peut être les autres collègues. On casse l'appartement, on se rend compte que la jeune fille est pas là, il fait 0 dehors, ça fait désordre d'avoir une fenêtre de cassée, quoi. C'est tout bon ? La jeune fille ressortira de l'hôpital quelques heures plus tard, après avoir vu un psychiatre. Des appels pour tentative de suicide, la caserne Rochat en reçoit 2 par jour. Les pompiers, j'écoute. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts ou fermés? Est-ce que vous voyez des déformations au niveau de ses membres, des coupures, un saignement? Vous êtes devant la maison. Vous avez posé le cutter, monsieur, ou pas? Et pour certaines interventions, il faut appeler d'autres unités en renfort. Je viens d'être témoin de quelqu'un qui a sauté du pont en face de la piscine du Rhône. Oui. Il flotte sur le Rhône. D'accord. Vu la température, j'ai peur qu'il tombe pas, qu'il tienne pas très longtemps. Très bien. On envoie les secours. Cyril, adjudant à Rochat depuis 7 ans, prend en charge l'intervention. On part pour une personne qui a sauté dans le Rhône, qui a sauté d'un pont. On ne sait pas si c'est un accident ou un acte désespéré. Donc vu la température du Rhône, elle est à 10 degrés en ce moment, il faut faire vite. L'homme aurait sauté du pont de la Guillotière, situé à quelques rues de la caserne. Le Rhône et la Saône attirent de nombreux touristes, mais les 2 fleuves sont dangereux. L'an dernier, les pompiers de Lyon sont intervenus plus d'une centaine de fois pour des noyades. On a un laps de temps qui est hyper court pour être efficace. Chaque minute compte. Tout corps plongé dans une eau à moins de 10 degrés entraîne un risque d'arrêt cardiaque. Mais une fois sur les berges du Rhône, l'homme est introuvable. Le courant est fort. Il a dû dériver. En fait, il s'est retrouvé coincé derrière les bateaux à quai. Le témoin qui a appelé les secours est sous le choc. Donc moi je marchais dans ce sens-là, et j'étais à 2 mètres de lui. Je l'ai vu enjamber la barrière, il s'est jeté. Et tout de suite on se dit mais pourquoi j'ai pas le réflexe juste avant de le rattraper, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et puis alors il est tout de suite tombé dans l'eau, il a remonté à la surface assez rapidement et puis il s'est laissé entraîner par le courant. 10 minutes après l'alerte du témoin, les pompiers sont sur place. Mais ils doivent faire appel à la brigade fluviale et ses plongeurs. Pour quelqu'un qui tombe dans l'eau, ses chances de survie sont très minces. C'est de l'ordre de quelques minutes. C'est pour ça qu'il faut une prise en charge très rapide. Le plongeur a retrouvé la victime, mais le courant les fait dériver. Il faut le Zodiac pour les récupérer. La situation est grave. Le noyé est en hypothermie et surtout, il est inconscient. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Ouvrez les yeux. Monsieur. La victime est un homme de 66 ans. Il est transi de froid. Sa température ne dépasse pas les 32 degrés. Si elle chute plus bas, c'est sûr, il décédera. Vous m'entendez ou pas? Allez, essayez de me répondre un peu. Serrez la main, là.
Donc là on est en train de se battre pour le réchauffer, donc c'est en cette période la température de l'eau est très froide, donc nous on est en train de faire tout ce qu'on a de notre côté, on lui a déjà retiré ses vêtements pour essayer de faire remonter sa température corporelle. Mais malgré leurs soins, les pompiers n'arrivent pas à faire remonter la température. Cyril appelle alors les médecins du SAMU en renfort. Monsieur! À l'intérieur de l'ambulance, les secouristes continuent de se battre pour maintenir l'homme en vie. Allez, on vous a mis le chauffage, vous avez commencé à vous réchauffer. Et au bout de 10 minutes d'effort, la température de la victime commence à remonter faiblement. 38. Mais l'homme est toujours inconscient. Le SAMU arrive. On peut fermer la porte s'il fait froid. Et un quart d'heure plus tard, l'état de la victime s'améliore. L'homme vient d'échapper au pire grâce à la rapidité des secours. Initialement, il ne se réveillait pas, donc on pensait le mettre dans un coma profond et l'intuber, en fait, le brancher à un respirateur avec un tuyau dans sa trachée. Et finalement, avec un réchauffement progressif, il est à 32,9 degrés là actuellement et il est conscient maintenant. La victime explique avec difficulté les raisons de son acte. Il venait tout juste de sortir de l'hôpital. Étant seul, chez moi, bien sûr, j'appréhendais beaucoup à rentrer. D'accord. Je l'ai signalé, ça. Vous savez qu'on ne vous garde pas à l'hôpital. Je le comprends. Oui, il y a peu de lits disponibles, alors... Je ne le sentais pas. Donc j'ai fait un effort. 15 jours, j'ai tenu. J'ai fait un maximum. On a mis presque 3 quarts d'heure, 1 heure pour pouvoir le faire remonter juste à 33 degrés. Donc du coup, pour l'instant, là, il est encore en état vraiment de choc. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on le transporte rapidement à l'hôpital. Allez. À l'arrivée aux urgences, le rescapé est placé en soins intensifs. Il restera plusieurs semaines sous surveillance pour détecter d'éventuelles complications. On fait tous plus ou moins ce métier pour sauver des vies, même si on est tous plus attirés par l'incendie et 80% de nos interventions sont du secours à personne. Et quand on est vraiment dans nos missions de sauvetage comme ça reste c'est une satisfaction pour nous. Quelques jours plus tard, Lyon se réveille. Il est 8 h du matin et les Lyonnais se préparent à partir au travail. Bientôt, le centre va être saturé, entraînant son lot d'accidents. Et justement, à la caserne Rochat, David, 35 ans et 12 ans d'ancienneté, est appelé en urgence. A priori, ce sera un scooter qui se serait fait percuter par une voiture. Donc il y a un homme d'une trentaine d'années qui est resté au sol. Le temps presse. David n'a pas d'autres informations, mais il sait que ce type d'accident est souvent meurtrier. Ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle il roulait. Et puis dans tous les cas, même s'il ne roulait pas très fort, on peut vite se faire mal sur les accidents de deux roues. La collision a eu lieu à une dizaine de minutes de la caserne. En arrivant sur place, David découvre la victime allongée sur le sol. Je suis un ancien pompier. D'accord. Et vous avez été témoin du... Non, justement, je me suis arrêté et la dame a dit femme maintient tête. Les témoins de l'accident ont sécurisé les lieux. Et l'un d'entre eux est en train d'administrer les premiers secours. Cette conductrice a coupé la route au scooter. Elle est sous le choc. Elle reconnaît ses torts. Je ne comprends pas, j'étais là, j'attendais, j'ai regardé des deux côtés et je l'ai pas vu. Quand elle a voulu s'engager sur l'artère principale, la jeune femme a heurté de plein fouet le scooter sur sa gauche. L'impact a été violent. Le conducteur du deux roues s'est retrouvé éjecté. Dans le casque, quel monsieur, quel lui-même. Clément, un des collègues de David, craint le pire. La victime a eu un mauvais réflexe. Elle a enlevé son casque après le choc, ce qui peut entraîner des risques de lésions cérébrales. Clément s'assure que l'homme n'a pas eu de perte de connaissance. Il teste ses facultés pour détecter d'éventuelles commotions. Vous l'avez enlevé tout seul? Vous vous rappelez de tout?
C'est quelle journée aujourd'hui? L'homme répond normalement, mais il se plaint de douleurs aux jambes. Plutôt inquiétant. Clément redoute que la colonne vertébrale ne soit touchée. La victime risquerait alors une paralysie. Non, ça va? Au niveau du bassin, là. Non? Au niveau de la cuisse, vous avez mal? Le jeune homme a affreusement mal aux membres inférieurs. C'est bon, merci. Merci. David prend la situation en main. On va vous poser une petite question. Bougez pas. Il immobilise ses jambes. C'est parfait. Sortez, monsieur, là, c'est bon? Et avec une extrême précaution, les pompiers emmènent le conducteur du 2 roues jusqu'à l'ambulance pour l'examiner. C'est pas ce qu'il peut avoir, il faut pousser un petit peu les examens. Dans le fourgon, les secouristes tentent d'évaluer les blessures de la victime. Monsieur, votre douleur, vous la chiffrez à combien? 0, vous avez pas mal du tout. 10, c'est la pire douleur que vous ayez jamais ressentie. Disons qu'on est à 6-7. Le conducteur du scooter souffre horriblement. Les pompiers doivent déterminer très vite la cause de ces douleurs. Localisé au niveau de la cheville. À première vue, la victime aurait la cheville cassée. Sa colonne vertébrale n'aurait pas été touchée, mais les pompiers veulent s'assurer qu'elle n'a pas de lésions internes. À l'extérieur, les policiers tentent de comprendre ce qui s'est passé. Ils interrogent la conductrice. Bon, madame, du coup, on le transporte. Il doit aller au pavillon, hein. Pendant son transport aux urgences de l'hôpital, la victime traumatisée ne cesse de se remémorer son accident. Vous avez mis le pied en fait, c'est ça que vous avez fait? J'ai pas mis le pied pour protéger le scooter ou quoi que ce soit. C'est de peur en fait pour C'est de peur, protection. je l'ai laissé là où il était, j'étais... Ah ça va tellement vite. Et boum. Mais ouais, 2 roues piétons, c'est tous les jours. Après, c'est pas tous les jours au même carrefour, mais c'est tous les jours. Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance. Aux urgences, après plusieurs examens, le diagnostic tombe. L'homme n'a que la cheville cassée. En France, en 2017, 669 motards ont perdu la vie dans un accident de la route comme celui-ci. C'est 9% de plus qu'en 2016. La nuit tombe sur Lyon. Vers 2 h du matin, un appel général sonne le branle-bas de combat pour les pompiers du centre-ville. Les pompiers, j'écoute. En fait, il y a un feu au niveau du parking souterrain de la place Bellecour. Est-ce que vous voyez des flammes? Ouais. Sur la presqu'île, au cœur de la ville, le parking de la place Bellecour est en feu. L'incendie pourrait atteindre les immeubles alentours. Il faut faire vite. Le BAT, vous équipez, feu de parking à Bellecour. Pour le moment, les pompiers ignorent l'origine de l'incendie, s'il est criminel ou accidentel. À leur arrivée, une épaisse fumée se dégage du parking. L'officier le plus gradé, Michel, repérable à son casque rouge, prend l'opération en main. Le binôme 2, vous me barrez les fluides. Ok. Binôme 1 avec moi. Il y a toujours un risque sur les feux de parking de stationnement couvert, notamment sur la nature des véhicules qu'on peut rencontrer, type véhicule au GPL. Michel et ses hommes redoutent que ces voitures fonctionnant au gaz n'explosent sous la chaleur. Il y a quelques années, l'explosion d'une voiture de ce genre avait grièvement blessé l'un des leurs. Masque, bouteille à oxygène, ils prennent toutes les précautions avant de descendre. Côté 5 est-ce que tu peux envoyer un de tes binômes et toi également faire une reconnaissance? Plusieurs voitures sont déjà totalement carbonisées. Bien reçu, je vais faire un point avec toi. Une des équipes de Michel remonte alors à l'air libre pour faire le point. Il y a peut-être 3-4 voitures à l'entrée, plus les motos. En fait, ce sont plus de 17 véhicules qui brûlent en même temps aux 4 coins du parking. Voilà le problème, ces voitures sont dispersées et elles dégagent des fumées toxiques. PT3, parlez. Est-ce que tu peux augmenter la pression?
binôme 2 pour chef d'agrès FPT. À la division alimentée, terminé. Les dégâts sont importants. Il faut une demi-heure aux pompiers pour maîtriser le feu. Et le travail n'est pas terminé. Michel craint une reprise des flammes. Alors il inspecte le parking avec une caméra thermique pour détecter des flammes qui couvreraient encore. On peut voir que la caméra, donc déjà, la température s'est bien abaissée. Et là, moi, je descends pour m'assurer également qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur. Ils vont remettre un coup pendant 5 minutes. Heureusement, aucune victime à déplorer. On voit que ça a quand même bien chauffé, hein, parce qu'il y a on voit que le béton, là, il s'est un peu désagrégé. En surface, les pompiers restent sur leur garde. L'incendie a été foudroyant et tout risque n'est pas écarté. L'autre danger, ce sont les fumées et les gaz chauds. Les fumées sont extrêmement toxiques et les suies sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça que vous avez des engins qui poussent de l'air pour refroidir et dégager les fumées et gaz chauds. Et au bout d'une demi-heure, après avoir ventilé le parking, les secouristes font leur dernière vérification. Donc là, on voit qu'on est à 0 ppm. Donc, par contre, c'est un indicateur comme quoi l'air est sain et qu'on peut re-engager du public à l'intérieur, engager du personnel sans protection respiratoire particulière. 6 jours plus tard, les pompiers apprendront qu'un pyromane a été identifié et arrêté grâce aux caméras de surveillance. Un récidiviste placé en détention provisoire qui ne donne aucune explication à son geste. L'an dernier, les pompiers de Lyon sont intervenus sur plus de 6800 feux intramuros comme celui-ci. Dans notre métier, je dirais que la dangerosité, elle est permanente, hein, elle est partout et tout le temps. Mais le feu, ce n'est pas le plus fréquent. Les pompiers de Lyon sont confrontés à des situations bien différentes et parfois encore plus dramatiques. Quelques jours plus tard, Clovis, secouriste depuis 2 ans à Rochat, va être confronté à l'un de ces moments tragiques. Le bip d'urgence vient de retentir à la caserne. Personne ne répondant pas aux appels. Un individu ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours. C'est son employeur qui a prévenu les pompiers. Là, on n'est pas sur une personne âgée. La personne ne s'est pas présentée depuis plusieurs jours à son travail, donc il y a quand même des signes qui sont pas forcément bons, mais on va intervenir pour lever le doute. Arrivé au domicile, aucune réponse. Clovis interroge un voisin alerté par la sirène des pompiers. Vous l'avez vu quand la dernière fois? C'est quoi là? Je l'ai vu ou ça fait longtemps. D'accord. Il a des raisons de s'absenter, ce monsieur? Ouais, ben, pas que je sache forcément. Mais on se savait si bien, on se dit bonjour. D'accord. Les secouristes entendent bien une radio qui fonctionne, mais n'arrivent pas à ouvrir la porte. Ils cherchent du coup d'autres moyens pour pénétrer dans l'appartement. Si c'est équivalent, je vais aller par la fenêtre, vite fait. J'ai personne en haut. Ben ouais, ça va être. Leur idée, faire appel à la grande échelle. Et pour préparer l'intervention, ils montent chez le voisin du dessus. J'aurais juste besoin d'accéder quelques instants pour regarder où donnent vos fenêtres. Voilà, on intervient chez un voisin, on a besoin de regarder où donnent vos fenêtres. Vous avez aucune fenêtre qui donne sur la rue? Aucune. On n'a pas d'accès aux fenêtres qui donnent sur rue pour passer avec l'échelle aérienne. Donc il va falloir préparer du matériel pour forcer la porte. Donc prends les deux, aligne tous les jogs. Pas d'autre moyen que de casser la porte. Alors, il faut faire appel à une autre équipe de Rochat. Oula ouais. Bon courage hein. En entrant, il découvre un capharnaüm sans nom. Un amoncellement de papier, de détritus. L'odeur est insoutenable et Clovis repère un homme allongé dans sa cuisine. Personne décédée, on va ressortir. Même pour l'hygiène, c'est pas top, on va rester dehors. Le cadavre est dans un état de décomposition avancée.
Voilà, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Il n'y a pas que des maisons rangées, il y a pire. Là, on n'a vraiment aucun doute sur le décès, on va dire. Il n'y a plus rien à faire, donc c'est pas la peine qu'il y ait vraiment le SAMU qui se déplace en urgence. Voilà, il y a peut-être un médecin qui viendra quand même constater le décès, etc., faire un certificat de décès de toute façon. Donc après, on va laisser le relais à la police, qui puisse vous aussi analyser un petit peu ce qui s'est passé, voir si c'est mort courante ou s'il peut y avoir d'autres choses. Messieurs, dames, bonjour. La police arrive alors pour faire les premières donc, constatations. Ça fait pas mal de temps qu'il est décédé. Là-dedans, c'est un bon petit capharnaüm. Les policiers commencent leurs investigations, mais l'état de l'appartement ne leur facilite pas le travail. Nous, c'est vrai que dans notre métier, comme les policiers, on voit un petit peu ce qui se passe chez les gens, quoi, alors que bien souvent, on ne sait jamais trop ce qui se passe chez son voisin de palier. Et là, on se rend compte que les gens ils vivent un petit peu dans la misère, complètement désordonnés. Mais bon, nous, on ne va pas dire que c'est notre quotidien, mais c'est plus que régulièrement. Donc ça ne nous amuse jamais de travailler là-dedans, mais on voit ça très, très régulièrement. Ouais. Ah oui. Tout à fait, ouais. Bon, on va vous laisser. Bonne journée à vous, au revoir. Retour à la caserne pour Clovis et ses hommes. Un peu plus tard, un médecin constatera le décès. Ce n'est ni un suicide, ni un homicide. L'homme de 67 ans est mort d'un arrêt cardiaque. À Rochat, c'est la fin de l'après-midi. Clovis retrouve ses collègues à la salle d'entraînement, un moyen de rester en forme et d'évacuer le stress du terrain. En centre-ville, ici, les journées sont quand même bien chargées au niveau opérationnel, donc ça permet de se défouler un petit peu, d'évacuer pas mal de petites choses et surtout de passer un bon moment entre toutes les interventions. Ce jour-là, ils ne sont pas très nombreux. Le reste de l'effectif est en mission. Mais dès qu'ils le peuvent, les pompiers se retrouvent ici. À la fois, c'est une obligation pour être en forme, pour accomplir les missions, pour arriver à se tenir en forme surtout dans le temps. Les carrières sont longues et souvent, la musculature, ça aide bien des fois à compenser un petit peu quelques aléas. Et puis, d'un autre côté, c'est une chance aussi d'avoir des créneaux pour faire du sport au travail. Donc, on essaye de les utiliser intelligemment, pour que tout se passe bien. Le lendemain à Lyon, le temps est gris. Quelques habitants bravent le froid et se promènent sur les rives du Rhône. Mais un peu plus loin, un drame est en train de se jouer. À la caserne Rochat, l'appel d'urgence retentit. Un homme chez lui ne répond plus, ses proches redoutent le pire. Apparemment, son frère est sur les lieux, il n'a pas de nouvelles de son frère. Le gardien est sur place, il ne veut pas ouvrir. Donc on verra une fois sur les lieux. Allez, c'est parti. C'est Bernard, 52 ans, l'un des plus anciens de la caserne, qui part sur l'intervention avec 2 autres pompiers. Quand on nous déclenche, c'est que c'est sérieux, donc on y va et puis sur place, on verra. Bernard n'a pas plus d'informations. L'adresse est celle d'une résidence hôtelière. L'homme qui ne répond pas à ses proches loue une chambre depuis plusieurs mois. On va regarder. Une fois arrivés au 2e étage, les pompiers sont accueillis par l'individu qui les a alertés. Je vous demanderai de reculer. C'est le frère et il est très inquiet. Et là, vous l'avez eu quand pour la dernière fois? J'ai essayé de l'appeler ce matin. D'accord. Comme il est en instance de divorce avec sa femme, et que ça se passe pas bien avec sa femme et ses enfants. Les pompiers essayent d'ouvrir la porte, sans succès. La clé apparemment se trouve derrière, donc elle est trop costaud pour qu'on essaye de taper dessus avec les pieds. À l'intérieur, silence total. Pour Bernard, ce n'est pas bon signe. Surtout qu'il vient d'apprendre que la personne serait diabétique. Sans insuline, son taux de sucre peut chuter et entraîner de graves complications. Il y a les roues. Il y a les 3 points. Les 3 points, ils sont, t'es sûr? Écoute. Son frère essaye de l'appeler au téléphone, mais rien n'y fait. Je m'inquiète.
Vous avez les clés d'ici, monsieur? Ouais, c'est les mêmes que je vous ai données à votre collègue. Bernard cherche alors une solution. Il demande au gardien de lui ouvrir la chambre du voisin. Je vais voir à côté, gros. Il espère atteindre la fenêtre et pénétrer par l'extérieur. Mais c'est trop risqué. J'arrive pas, c'est trop loin, on va se casser la gueule. Je demande une APC? Alors, face à l'urgence, il demande le soutien de la grande échelle. Il dirige des opérations depuis le 2e étage. Juste à côté, pas celle-là, à côté. Il n'y a pas une minute à perdre. Cela fait maintenant trop longtemps que l'homme ne donne plus signe de vie dans son appartement. Reste un peu. Encore à droite, encore à droite. C'est bon, on bouge plus. En l'espace de quelques secondes, les pompiers pénètrent dans la chambre et ils ouvrent la porte à l'équipe de Bernard. Il a pas l'air bien, il est là. D'accord. L'homme est à terre, dans le coma. Écoute, on va lui prendre les constantes. 95 de 7. Le pouls est à combien, Gwen? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. 78. La victime se serait injectée de l'insuline, mais à une dose massive qui peut être fatale. Alors Bernard appelle le SAMU en renfort. Oui, bonjour, c'est bien Rocha, pour une demande de renfort SAMU pour un monsieur de 50 ans, diabétique, inconscient. On va pas le toucher, là, pour le moment il ventile, on le met en PLS. Position de sécurité, les constantes sont faites. Après, on est sous les ordres du médecin, c'est lui qui décide. À l'arrivée du SAMU, l'homme est toujours inconscient. Une petite lettre ouais. Bernard trouve alors une lettre. C'est une tentative de suicide. Ça ressemble un peu à un courrier d'adieu, malheureusement, qui est destiné à son frère. Bernard montre alors la lettre à son frère, resté dans le couloir, pour ne pas gêner le travail des secouristes. Je pense que c'est lié à sa situation actuelle. Pendant ce temps-là, la victime reste plongée dans un coma profond. On va tout passer, je pense qu'on va l'emmener. C'est une tentative de suicide à l'insuline, a priori. Ce qui explique sa glycémie très très basse, c'est le fait qu'on ait du mal à remonter. On va le réchauffer un peu et on va l'hospitaliser en réanimation. Il faut donc faire vite. Mais la victime est intransportable par l'ascenseur ou par l'escalier. L'ascenseur couché, c'est mort. Ouais. Et l'escalier, c'est pas large, donc l'échelle, c'est bien. Donc on évacue par la fenêtre, Gwen, c'est ça? Attention pour lever, lever. Les hommes de Bernard prennent toutes les précautions pour une évacuation par la grande échelle. Attention pour épauler, épauler. Allez. De son côté, le médecin du SAMU essaye de rassurer le frère sans se prononcer sur l'état de la victime. Hospitalisé en réanimation. On a amélioré la situation, mais il y a encore des choses à faire. On a quitté les lieux il y a 2 minutes et on arrive à HEH au pavillon N. L'homme qui a voulu intenter à sa vie en s'injectant une dose d'insuline est transporté aux urgences. Il restera 1 mois et demi à l'hôpital. Mais son geste désespéré n'aura heureusement pas eu de séquelles graves sur sa santé. C'est bon, tu l'as sauvé? Bien sûr, bien sûr. Encore une vie de sauvée. Comme Bernard, Franck et Clovis, les pompiers de Lyon mettent tout en œuvre pour porter secours. Feu, tentative de suicide, accident, ils interviennent guidés par leur devise, courage et dévouement.